Ça sera toujours mieux que d'en parler. Enfin, c'est déjà bien d'en parler, mais s'il y a des personnes qui veulent le voir directement, C'est ça. ça sera disponible sur la plateforme. Voilà, donc en tout cas là j'ai lancé l'enregistrement, donc nous sommes enregistrés. Je vais commencer par me présenter, je vois qu'on est une petite dizaine. Je suis Adrien Vasquez, je suis chargé de marketing. J'accompagne Farouk aujourd'hui lors de son webinar pour faire le relais de vos questions, pour voir s'il y a des petits points de précision qu'il oublie, etc. Donc je l'accompagne lors de ce webinaire, il va se présenter juste après. Si vous ne nous avez pas rejoint ce matin à 9h30, on a fait un premier webinar sur comment on accélérait la signature des baux grâce à l'automatisation du contrôle des justificatifs, donc que ce soit identité, revenu, et grâce à la signature électronique. Donc ce second webinaire, dans ce second webinaire, on va faire un focus sur l'automatisation de l'analyse des justificatifs. On va voir comment nos algorithmes permettent d'automatiser ces tâches et quels sont les différents niveaux d'analyse que nous proposons à travers nos solutions. Donc je pense que Farouk, tu peux te présenter et Ouais, super. commencer à contextualiser ce webinaire. Merci Adrien pour cette introduction et je m'excuse déjà auprès des participants qui ont déjà visionné le webinaire de ce matin. La première partie sera peut-être un peu rébarbative, mais bon, je suis obligé de la faire pour les les personnes qui nous rejoignent et qui comprendront un petit peu mieux le contexte et évidemment, je ferai un focus sur le sujet qui est la continuité du premier webinaire. Et l'idée ici, vous le voyez, c'est gérer efficacement la masse de dossiers candidats et réduire le taux de vacances grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, qui est une technologie qu'on utilise pour le contrôle des pièces justificatives, sur laquelle je vais m'attarder ici. Avant de commencer, du coup, je voulais me présenter. Donc, moi, Farouk, je suis responsable des partenariats chez Neteos depuis presque 3 ans et demi maintenant. Et pour vous parler rapidement de Neteos, Neteos, c'est une société que, lorsque je l'ai rejoint, on était une dizaine de personnes. Aujourd'hui, on est un peu plus de 25. On est basé à Montpellier, on existe depuis 2004. Donc, historiquement, on faisait de la cybersécurité, de la cryptographie, et depuis 2012, on est sur les technologies qu'on propose aujourd'hui, d'entrer en relation à distance, qu'on propose historiquement au marché de la banque et de l'assurance, et qui, depuis un peu plus de 4 ans maintenant, été sollicité par des bailleurs sociaux et bon, principalement les plus grands, mais on voit que enfin, comme CDC Habitat, Action Logement, ceux qui ont beaucoup de volume de traitement de dossiers, mais on se rend compte qu'on arrive à travailler de plus en plus avec des structures de tout type, sous différents formats, parce que nos plateformes ont évolué dans ce sens, et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer ici. Donc voilà pour cette petite introduction. Je rappelle que ouais, vous pouvez poser vos questions. Je vous invite vraiment à poser toutes vos questions qui vous passent directement dans le chat. On y répondra avec plaisir. Ouais, super, et surtout Adrien, n'hésite pas à Tout à fait, ouais. m'interrompre et j'y répondrai avec plaisir. Ouais. L'image qu'on a choisie pour aborder ce sujet-là, et c'est les 4 premières slides qu'on a présentées ce matin, mais voilà, je le disais, je vais les reprendre ici, c'est d'aborder le sujet par 2 acteurs principaux de la relation locataire-bailleur, et donc le gestionnaire côté bailleur et le candidat locataire. Cette image-là, c'est plutôt pour aborder la partie gestionnaire côté bailleur et montrer, voilà, c'est des images qu'on a souvent vues quand on va chez nos partenaires bailleurs. C'est des piles de dossiers avec du papier et qui vont entraîner des problématiques directement liées à la traçabilité, au suivi, à la lourdeur parfois administrative, et elle est complètement compréhensible, hein, parce que l'histoire fait que ça se passait comme ça et qu'il n'y avait pas d'autre moyen de le faire, et c'est normal. Et il faut composer aujourd'hui avec ce type d'utilisation-là et des nouvelles utilisations digitalisées qui existent pour améliorer la relation et la qualité de traitement des dossiers. Et pour avoir participé à quelques tables rondes hier, et notamment sur la gestion de la relation avec le locataire, on s'est aperçu qu'effectivement, on était en plein dans ces sujets-là, et c'est des sujets qu'on connaît avec les bailleurs avec lesquels on travaille. Donc ça, le point est posé côté gestionnaire, et côté candidat locataire. Dans un contexte papier, il y a évidemment la recherche qui peut être longue et fastidieuse, parce qu'il faut savoir à qui s'adresser, prendre son téléphone, appeler
les bailleurs directement ou parfois passer par les réservataires, savoir comment fonctionne le domaine du logement social. Ensuite, il y a l'étape de constitution de dossier et là, encore une fois, il peut y avoir différents canaux avec les réservataires, le bailleur en direct ou le SNE, par exemple. Ce qui va entraîner déjà une connaissance du domaine, des déplacements en agence, la constitution du dossier papier, qui, elle, va entraîner aussi parfois des erreurs, des oublis, des fraudes qui ne vont pas être visibles par les bailleurs forcément. Et l'étape finale, après les différentes visites, etc., qui va être la signature du bail, qui va souvent se faire en physique. Sans parler du contexte global qui nous concerne tous, qu'on vit depuis un peu plus d'un an maintenant, lié à la situation sanitaire, où il faut essayer en plus de privilégier la relation à distance, là où forcément le digital va avoir un effet positif sur le fait de pouvoir communiquer à distance via des canaux sécurisés qui garantissent la confiance entre le bailleur et le candidat locataire. Et c'est pour ça qu'en réfléchissant à tout ça, nos plateformes évoluent et proposent des solutions pour répondre à ce type de problématiques qu'on va aborder ici ensemble. Juste pour refaire un point sur Neteos et son offre, que vous comprenez bien de quel point de vue on vous parle. Neteos se divise en trois grandes parties. La première, c'est la vérification de l'identité à distance, qui peut être faite par différents moyens. Celle qu'on va retrouver le plus chez les bailleurs sociaux, c'est la vérification de la conformité d'un document d'identité. Et là, on va pouvoir retrouver pièce d'identité, passeport, carte de séjour, et renforcer cette vérification par une autorité comme Neteos, qui est une autorité compétente du fait qu'elle soit autorité d'enregistrement dans le règlement sur la signature électronique. Je ne rentre pas trop dans le détail, je ne connais pas votre niveau de connaissance là-dessus, mais on peut approfondir ce sujet-là. Il y a d'autres moyens de le faire, comme le face match, par exemple, qui correspond en fait à faire un selfie vidéo de la personne pour faire de la reconnaissance faciale et de la preuve du vivant et comparer le visage avec le document d'identité pour éviter l'usurpation d'identité. Mais là, ça se retrouve moins chez les bailleurs parce qu'il y a souvent une rencontre physique avec les candidats locataires, au moins à un moment, hein, qui est celui de l'entrée dans les lieux ou la visite. Et on peut utiliser d'autres moyens comme le recommandé électronique à R24, ce genre de choses pour la vérification d'identité à distance. L'autre sujet, c'est la vérification automatique des justificatifs. Donc, dans les justificatifs, on va retrouver effectivement les justificatifs d'identité, mais il y a tout un autre tas de justificatifs qui vont être pertinents dans cette relation-là. C'est les justificatifs de revenus avec les avis d'imposition, les bulletins de salaire, sur lesquels je vais revenir spécifiquement ici, mais aussi les RIB, par exemple, les justificatifs de domicile. On parle beaucoup aussi des justificatifs comme les MRH, les multirisques habitation, qui sont des documents pour lesquels il y a un enjeu fort chez les bailleurs sociaux. Voilà. Et le dernier sujet, c'est la signature électronique, pour la signature électronique du bail, qu'on a abordé un peu plus en profondeur ce matin, et notamment sur la capacité que vous avez à faire signer électroniquement les baux, qui aujourd'hui est de plus en plus permise. Et on a pu ce matin échanger avec quelqu'un sur la loi Elan notamment qui le permet, et ce qu'on fait déjà avec certains bailleurs. Pour vous donner quelques cas d'usage et vous expliquer ce qu'on fait sur certaines plateformes chez des bailleurs, on a pris 3 exemples. Le premier, c'est Inly, qui fait partie du groupe Action Logement, pour lequel, dans le parcours de signature du bail numérique, donc plutôt signature électronique, Neteos va collecter et contrôler automatiquement les pièces justificatives. Le principal justificatif qu'on va contrôler ici pour améliorer la valeur juridique, renforcer la valeur juridique de la signature électronique, c'est le justificatif d'identité. Et dans ce dossier-là, on collecte aussi des RIB, des attestations d'assurance, par exemple, sur lesquelles on va faire des vérifications qui sont des justificatifs supplémentaires qui sont collectés à ce moment-là. Autre exemple, chez CDC Habitat, sur mon espace location, qui est mon compte CDC Habitat maintenant, on a une plateforme 100% en ligne dans laquelle Neteos va contrôler les pièces justificatives, et là, on va contrôler le document d'identité à la constitution du dossier, hein, et
contrôler du coup le justificatif d'identité, de revenus et de revenus avec les avis d'impôt et les bulletins de salaire. Là, on est vraiment dans la constitution du dossier candidat locataire pour l'attribution. Et enfin, les deux premiers, c'était plutôt du logement intermédiaire, et le dernier qui est la plateforme Aline d'Axio Logement, sur lequel on est plus sur du logement social, où là, on va contrôler toujours les mêmes pièces pour l'attribution. C'est une plateforme sur laquelle les bailleurs peuvent mettre les annonces de biens à la location. Les candidats locataires vont pouvoir déposer, constituer leur dossier. Et donc, ces documents-là vont être vérifiés, toujours les mêmes, hein, par la technologie Neteos, donc en quelques secondes, et transmis soit au SNE, soit aux différents réservataires, aux bailleurs directement. Voilà pour ce point sur les cas d'usage. Est-ce qu'il y a des questions, Adrien? Non, il n'y a pas de questions. C'est parfait. On peut commencer la partie, du coup, comment les algorithmes vérifient nos pièces Ouais, tout à fait. justificatives. Donc, dans le processus automatisé, mais vous verrez qu'il n'est pas que automatisé, parce qu'on propose des plateformes pour une plateforme pour que le gestionnaire puisse valider les dossiers et voir ce qui a été contrôlé. Ça, on le présentera tout à l'heure. L'idée par rapport au schéma qu'on proposait tout à l'heure pour les personnes qui étaient avec nous, c'est de se focaliser sur la partie collecte et analyse en temps réel des pièces justificatives sur les trois principaux types de documents qui sont collectés dans le cadre d'une demande de logement. Donc, cette partie-là, en fait, la technologie, comment elle fonctionne, quand un document va être téléchargé ou déposé, et ça, il peut y avoir plein de moyens de le faire. Ce matin, j'expliquais qu'on peut utiliser un test qu'on fait avec beaucoup de bailleurs en ce moment qui nous sollicitent, c'est d'exploiter la solution en mode un petit peu manuel pour créer les dossiers. C'est-à-dire que les dossiers sont créés depuis notre plateforme. Le candidat locataire reçoit un mail dans lequel on retrouve un lien, et grâce à ce lien, il va arriver sur une page web dans laquelle il va pouvoir déposer ses pièces justificatives. Et en temps réel, le gestionnaire va voir ou peut être alerté de la constitution du dossier et voir l'ensemble des retours qui sont faits sur le dossier. Et quand un document est déposé de cette manière-là, il est contrôlé tout de suite, et le premier contrôle qu'on va appliquer, c'est le contrôle de qualité de l'image, pour s'assurer que l'image peut être analysée et surtout qu'elle est exploitable et lisible. Ça arrive parfois de recevoir des justificatifs qui sont mal photocopiés et qu'on ne voit pas, et du coup, qui ne sont pas recevables. Donc le premier point, c'est celui-là. Le deuxième point, c'est de vérifier le type du document. Donc si on demande une carte d'identité, enfin en tout cas un justificatif d'identité, et que les documents à accepter sont la carte d'identité, le titre de séjour ou le passeport, si la personne fournit un permis de conduire, par exemple, ce n'est pas un justificatif d'identité valable dans le cadre de ce dossier-là. Et donc ça, il faut le relever et relever une alerte pour l'expliquer. Et ça peut être encore d'autres choses, hein, parce que parfois, ce n'est pas du tout un justificatif tel qu'on l'attend. Et c'est à ce moment-là qu'on vérifie aussi la validité du justificatif. Donc pour la pièce d'identité, c'est sa date de validité. Sur un justificatif sur un avis d'imposition, si vous demandez du N-1, il faut bien que ce soit du N-1. Si vous demandez du N-2, du N-2, pardon, il faut bien que ce soit du N-2. Sur un bulletin de salaire, si vous demandez un bulletin de salaire de moins de 3 mois, il faut bien que le bulletin de salaire soit dans les moins de 3 mois, etc. Sur le troisième type de contrôle, on va contrôler la cohérence du document avec le dossier. Donc, quand un dossier est créé, souvent il y a un formulaire, ou alors c'est peut-être des fois des informations que vous saisissez directement dans votre ERP. On a l'habitude de travailler avec Sopra ou d'autres ERP, comme le nom, prénom, la date de naissance, l'adresse email, le numéro de téléphone, ce genre de choses. Par exemple, le nom, prénom et date de naissance, c'est des éléments qu'on va pouvoir récupérer pour vérifier qu'ils sont bien cohérents avec le document qu'on est en train de contrôler. Et donc, sur ces 3 premiers niveaux, vous voyez les 6 défauts, on revient vers l'utilisateur. L'idée, c'est de mettre en place un accompagnement à l'utilisateur en temps réel, donc de lui afficher des messages d'erreur si on détecte qu'il y a un problème sur le document. Et c'est là qu'on va jouer directement sur la complétude et la conformité du dossier, pour que les gestionnaires aient à traiter des dossiers qui soient complets et conformes. Évidemment, si la personne ne s'en sort pas toute seule et que ce ne sera pas indéfini de lui redemander de resoumettre son document si à chaque fois il y a une erreur, à un moment donné, ce qu'on préconise, c'est d'accepter quand même le dossier et qu'un gestionnaire puisse voir sur le back-office, sur la plateforme, ce qui ne va pas, et rappeler la personne ou l'accompagner, l'aider différemment, parce que forcément, la technologie a ses limites. Et c'est pour ça que
on est toujours dans une composition où on essaye de trouver le curseur, le juste milieu pour le curseur entre l'accompagnement que la technologie peut proposer et ce que l'humain peut proposer aussi, en termes d'accompagnement surtout, et parce qu'il y a une réelle valeur, on reste dans du social à accompagner les personnes dans la soumission de leur dossier. Et le dernier sujet, c'est la détection des fraudes avec un contrôle d'authenticité, où là, si on relève des fraudes, et je vous en montrerai quelques exemples, on va pouvoir vous le communiquer. Ouais, ce qui est important de souligner sur les trois premiers types de contrôle qu'on fait, donc qualité, type, cohérence, c'est de s'assurer qu'on a des dossiers recevables, parce que il arrive très régulièrement qu'on reçoit des dossiers qui sont flous, enfin des pièces qui sont floues, parce que évidemment on accepte les scans, mais on accepte aussi les photos qui sont prises avec des téléphones, donc des photos qui sont floues. Des documents qui sont mal cadrés ou illisibles. Donc ces trois premiers niveaux de contrôle sont importants pour s'assurer que ce soit bien le document et qu'il soit lisible. Et après on rajoute une couche encore supplémentaire concernant la sécurité sur l'authenticité, là où on fait appel à des bases et où on fait plus appel aussi à du machine learning, etc. Donc Farouk va détailler ce point juste après. Ouais, tout à fait. Du coup, la transition est toute trouvée, parce que si je vous parle par exemple du contrôle du document d'identité, il se fait exclusivement, si on doit parler de technologie, l'OCR par exemple n'est pas pertinent sur un document d'identité, parce que quand on veut faire de la détection des fraudes, il faut aller beaucoup plus en profondeur sur ce qu'on veut lire. Donc ce qu'on utilise, c'est nos technologies en propre. Tout a été développé par Neteos depuis plusieurs années, et pour référence, on travaille avec les plus grandes banques françaises comme la Banque Postale, la Société Générale, CNP pour de l'assurance, sur ces sujets-là de vérification de justificatifs d'identité. Donc, en termes de sécurité, de traitement des données, etc., on a une vraie valeur dans le processus de vérification. Et ce qui est utilisé, du coup, ce sont des algorithmes d'analyse d'images qui ont été développés par Neteos, couplés à du machine learning pour cette notion d'apprentissage sur les flux en permanence pour être de plus en plus performants. Ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à un taux de lecture sans aucune intervention humaine de 93,5% en automatique. Et ça, c'est important de le préciser, ça veut dire qu'il n'y a aucune action manuelle qui est réalisée derrière. Le temps d'analyse de la pièce, il est de 3 à 6 secondes. Donc, dans une expérience où on va déposer un document, télécharger un document sur un portail, ou même intégrer directement, par exemple, à votre extranet, et là, je pense à des mises à jour, par exemple, de multirisque habitation, on est capable de le faire directement intégré à ces portails-là. Donc, quand la personne va déposer son document, le temps d'analyse reste presque transparent là-dessus. Et pour aller plus en profondeur, ce qu'on va contrôler, c'est la conformité des lignes MRZ que vous voyez sur le bas de la pièce, parce qu'il y a des codes détecteurs d'erreurs qui sont analysés. Et du coup, tout ça, c'est une logique algorithmique qu'on teste et qu'on valide ou qu'on invalide. On va contrôler la cohérence entre le nom, prénom, numéro du document, date de naissance, entre le haut de la pièce et le bas de la pièce. On va vérifier que la photographie est positionnée au bon endroit, que le fond de carte est conforme, que la police de caractère utilisée est conforme. Sur le verso, contrôler que la date d'émission et la date d'expiration sont cohérentes. Potentiellement prendre en compte le fait que si la pièce doit être valable 15 ans, rajouter les 5 ans supplémentaires entre la date d'expiration et la date d'émission et la date d'expiration. Il y a tout un tas de contrôles sur lesquels on pourrait passer beaucoup de temps à discuter, parce que parfois c'est des vrais sujets de discussion, il y a une vraie expertise là-dessus, qui vont être faits sur les documents en fonction de la typologie du document. Et pour prendre un autre exemple, au-delà du document d'identité, pardon, je suis allé un peu vite, ça c'est un sujet important. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on émet une attestation de conformité du document, qui va être un document PDF qui va reprendre l'ensemble des contrôles qui ont été faits sur le document avec des pastilles rouges, oranges ou bleues en fonction de si le contrôle a été valide ou pas, qui va permettre de conserver la preuve que le document a été analysé dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Et ça, quand on parlait ce matin de signature électronique des baux, certains bailleurs nous ont dit, nous, ça nous intéresse la vérification du document d'identité, parce que on a déjà de la signature électronique chez nous, et couplé à la vérification d'identité, on pourrait renforcer la valeur de la signature électronique
notamment pour un bail où c'est nécessaire de vérifier l'identité du signataire à distance. Donc, typiquement, cette attestation de conformité intégrée au dossier de preuve généré par la signature électronique, et ça, il faut en discuter au cas par cas, en fonction de ce que vous avez, bah, c'est quelque chose qui peut apporter de la valeur. Et Neteos est aussi capable de vous proposer une chaîne complète, signature électronique, vérification d'identité, dossier avec d'autres pièces justificatives, dans un parcours complètement digitalisé. Et ce que j'allais vous dire, du coup, on y vient sur d'autres justificatifs. Donc, je prends l'exemple de l'avis d'impôt parce que l'avis d'impôt nous permet d'interroger une base externe pour vérifier les données, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui sur la pièce d'identité. Il n'y a pas de base de données interrogeable, de base de données de l'État mise à disposition des services de confiance comme les Neteos pour faire ces vérifications-là. Mais sur l'avis d'impôt, c'est le cas. Alors, du coup, sur l'avis d'impôt, on va lire évidemment l'ensemble des informations du document qui va être scanné et lu. Et ce qu'on va faire en plus, c'est qu'on va extraire le numéro fiscal du déclarant et la référence de l'avis pour se connecter à la base Verifavi, qui est disponible sur l'avis d'imposition, et confronter les données entre elles, entre celles qui sont dans la base et celles qu'on a sur le document. Et ça, parfois, en tout cas, beaucoup de bailleurs nous disent qu'ils le font manuellement, parce que cette base est accessible en ligne directement. Mais ce qu'on propose ici, c'est à chaque fois qu'il y a un avis d'imposition, déjà d'automatiser cette vérification-là. Et puis, comme elle est comprise dans le contrôle, c'est de la systématiser. Donc, s'assurer qu'à chaque fois, elle sera faite et qu'il n'y ait pas d'erreur ou d'oubli côté gestionnaire dans la vérification qui peut être plus fastidieuse si elle est faite à la main. Voilà un exemple dans lequel on va solliciter une base externe. Et ça, pour vous le montrer très clairement, je voulais vous montrer le back-office de la solution qu'on propose qui, quand on a analysé un avis d'impôt. Donc là, il y a l'avis d'impôt qui a été déposé par le candidat. Et en fait, dans le back-office, on visualise le document et on a les contrôles sur la droite ici. Et sur les contrôles, donc on voit bien qu'on a lu ces deux informations, on a extrait le revenu fiscal de référence qu'on a lu ici, et on a vérifié l'ensemble des informations par rapport à la base de données des impôts, donc par rapport à la source externe qui est notée ici. Et on voit que la date d'émission est bonne, le revenu fiscal de référence est le bon. Par contre, on a un problème. On devait trouver dans la base de données des impôts f.ouraba parce que c'est un avis d'impôt qui est à mon nom ici. Et en fait, là, ce qu'on trouve comme information dans la base de données des impôts, c'est Adrien Vasquez. Donc Adrien qui est ici présent, qui a du coup falsifié son propre avis d'impôt en mettant mon nom dessus. Et là, on s'en est aperçu, puisqu'en fait, ce numéro fiscal et cette référence d'avis appartiennent à une identité qui est celle d'Adrien. C'est ça. Et on récupère en plus beaucoup d'informations qui sont dans la base et qu'on pourrait intégrer par exemple à des systèmes comme vos ERP, ce qui est fait aujourd'hui par la plupart des plateformes avec lesquelles on travaille, comme l'adresse qui est inscrite aux impôts, le nombre de parts liées à l'avis d'impôt. Il peut y avoir quoi encore le détail de la deuxième page par rapport à l'ensemble de la répartition des revenus. Voilà, c'est plein de choses qu'on peut avoir, plein d'informations qu'on peut avoir en faisant cette requête dans la base de données Verifavi. Il est midi 27, j'essaie de terminer en vous présentant le dernier justificatif qu'on contrôle, c'est le bulletin de salaire. Donc, quand on contrôle un bulletin de salaire, on vérifie la structure du numéro de sécurité sociale qu'on voit ici. On extrait le numéro de SIRET pour vérifier que l'entreprise existe bien, qu'elle compte bien des salariés, qu'elle n'est pas en cours de procédure judiciaire. C'est un bon indicateur sur le fait que le justificatif n'est pas faux. On vérifie la date à laquelle a été émis le bulletin. Et ça, du coup, on voit qu'il y a une alerte ici sur l'ancienneté du document parce que c'est quelque chose qu'on a fait il n'y a pas très longtemps pour faire la capture d'écran ici. Et donc, en fait, c'est un bulletin de 2018 et on avait paramétré du moins de 3 mois. Donc, forcément, ça a relevé une alerte. Le document est trop ancien. La société existe bien. Et là, par contre, on a un souci au niveau du propriétaire parce que dans le dossier, c'était marqué John Doe. Et là, c'était un dossier au nom de John Doe et on a lu Farouk Ouraba, donc ça ne marchait pas. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est la fraude documentaire, c'est l'altération au niveau du PDF. Et là, on a des marques de modification qui ont été trouvées dans le document. Et en fait, toutes les marques qui ont été encadrées en rouge ici sont des marques qui ont été modifiées dans le document. Et ça, on l'a vu parce qu'il y a un logiciel comme Photoshop, par exemple, qui a été utilisé. Je sais que ce n'est pas un des critères principaux de la détection des fraudes chez les bailleurs.
quand on en parle, voilà, ça se fait plus sur l'avis d'imposition, etc. Mais c'était important de le noter parce que sur d'autres justificatifs, qu'on ne vous montre pas ici, mais qu'on aura peut-être l'occasion de vous montrer dans des échanges face à face plutôt privilégiés avec l'ensemble des structures qui nous suivent, ça peut être des éléments de modification, et notamment par rapport aux dates de début et dates de fin de validité, qui sont parfois des informations qui sont falsifiées et sur lesquelles il est important d'avoir un indice de confiance fort. Voilà, je voulais le préciser. Et ça, la dernière chose que je voulais vous dire, et je te laisserai reprendre la parole, Adrien, s'il y a Ouais, il y a d'autres quelques questions, je te dis. c'est que ce sont voilà, c'est un processus en tout cas qui se teste assez facilement, sans avoir besoin forcément de beaucoup d'intégration au départ, et qui peuvent, dans des projets, s'intégrer petit à petit à vos processus existants. Et c'est des tests qu'on fait avec pas mal de bailleurs en ce moment, où ce sont les agences directement qui utilisent la plateforme pour créer des dossiers et déclencher la collecte de pièces justificatives en allant potentiellement jusqu'à la signature du bail. Je vous laisse la parole et J'ai une je première. laisse mes coordonnées en fond, comme ça, si il y a un intérêt particulier, vous aurez tous les canaux pour pouvoir me contacter. C'est ça. Il y a une première question concernant notre pricing. Comment est facturée notre solution? Est-ce que c'est à la vérification? Ouais, c'est notre modèle économique, il est vraiment sur le nombre de transactions. Donc souvent, en fonction du parc, on sait déjà, enfin, les bailleurs arrivent assez facilement à nous communiquer le nombre de dossiers qui vont devoir être traités par la plateforme. Et s'il y a une utilisation du back-office, il y a aussi une notion de, de prix par utilisateur sur le back-office. Et ensuite, une seconde question, est-ce qu'on peut ensuite envoyer les documents directement au SNE ou à l'IMOWeb slash IMOWeb? Alors, ImoWeb, c'est un vrai sujet parce qu'on est en train, en ce moment, de discuter avec eux. Ce matin, on nous posait beaucoup de questions par rapport à la GED, par rapport à l'ERP. Donc, c'est des acteurs qu'on connaît maintenant, parce que ça fait un petit moment qu'on commence à travailler avec des bailleurs. Donc, oui, des intégrations sont possibles, puisque nos systèmes sont complètement ouverts par API. Et simplement, avec ImoWeb, on est en train de discuter en ce moment pour proposer directement ces technologies-là dans le service. Donc, si c'est des sujets qui vous intéressent, on peut en discuter tous les trois, Neteos, ImoWeb et le bailleur, pour pousser à l'utilisation de ce type de service. On l'a déjà fait et c'est plutôt concluant. Et avec le SNE, c'est un peu la même chose. Il y a aujourd'hui des intégrations qui sont faites directement avec la plateforme Aline, Action Logement. Donc, ça a été fait une fois, et bien sûr que ça peut être fait à nouveau, puisque on est vraiment un système complètement agnostique, et c'est complètement ouvert par API, et du coup, il suffit Nous, on est vraiment un passe-plat de vérification, et derrière, peu importe le système, il peut récupérer ces informations-là. Il y a plus de questions. Il y a une remarque, une éloge pour toi, Farouk, qui nous dit c'était parfait comme toujours, Farouk. Mais j'ai pas le nom ni le prénom, donc je ne Ah, sais c'est pas dommage. qui Bon, en est tout cas, derrière ce compliment. C'est dommage. merci beaucoup. En tout cas, si vous avez encore des dernières questions, on va rester encore 1 ou 2 minutes. S'il y a des choses pas claires, des choses que vous voulez voir plus en détail, n'hésitez pas. On a vraiment essayé de tenir parce que et on le voit, ça passe très vite, Ça une passe vite. demi-heure, il est 32. Et là, en plus, c'est l'heure à laquelle on a envie d'aller manger, Ouais. surtout pour les personnes qui enchaînent les webinars toute la journée. Bon, je pense qu'on va pas non plus retenir tout le monde, mais Ouais. voilà, le sujet est posé. Moi, je suis très ouvert pour en parler directement, donc n'hésitez pas à m'appeler. Vous avez mon portable, à m'envoyer un mail pour qu'on se prenne un rendez-vous, et on en discutera avec plaisir, vraiment. Et ben, on peut s'arrêter là. Je pense que tout est clair, en tout cas. Bon, ben, Merci, c'est Farouk, parfait. du coup. Merci Adrien, merci à tous. Bon appétit. À Au bientôt. Au revoir. revoir.